Nous avons récemment découvert de la glace d'eau piégée sous le sol de la surface de Mars en grande quantité et dans des proportions difficilement imaginables. Mais est-ce que cela fait de Mars une candidate sérieuse pour abriter de la vie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. L'eau est un élément très recherché dans l'espace puisqu'il est l'un des composants essentiels à l'apparition de la vie sur Terre. Dans l'industrie du spatial, il porte un surnom, celui de pétrole du système solaire. Les agences spatiales ont donc tout intérêt à se concentrer sur les traces d'eau dans les mondes extérieurs au nôtre, parce que c'est le meilleur moyen de prouver que nous ne sommes pas seuls dans le cosmos. Aujourd'hui, nous savons que la molécule d'eau, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, est assez présente dans l'univers. On en trouve un peu partout en petite quantité. Mais trouver de l'eau ne veut rien dire en soi. Ce qui compte, c'est d'en trouver dans des conditions similaires à celles de la Terre. De l'eau liquide salée à température ambiante ou de la glace, c'est déjà tout de suite beaucoup plus intéressant. Pendant longtemps, on a cru que Mars était la plus sérieuse des candidates à l'apparition d'une vie extraterrestre dans le système solaire. Mais elle a perdu son statut de privilégiée lorsque nous nous sommes rendus compte qu'un nombre conséquent de lunes orbitant autour de Jupiter et Saturne abritaient des océans liquides froids protégés par une épaisse couche de glace et de roches. Europe, Callisto, Ganymède, Encelade et j'en passe. Mars est un gigantesque désert rocheux et sableux. Son climat est très froid et ferait passer l'Antarctique pour un îlot paradisiaque. Il faut dire, avec une température moyenne de moins 65 degrés, on a vite fait de mourir gelé en quelques minutes. Sans parler de la pression atmosphérique 100 fois plus ténue que celle de la Terre et composée à 98% de dioxyde de carbone. La vie telle que nous la concevons n'est pas la bienvenue sur la planète rouge. Ou peut-être que si en fait. Bon, je vais pas m'amuser à lister toutes les théories sur la vie martienne ou les fausses joies qu'on a eues au cours de 60 ans d'exploration spatiale, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Ce que l'on sait en revanche, c'est que ce demi-siècle d'exploration sur Mars nous a permis de croire à quelque chose de très important. On sait que Mars a abrité un océan par le passé. En 1987, le physicien John Brandenburg théorise l'existence de Oceanus Borealis, un océan hypothétique qui aurait existé à la surface de Mars il y a quelques centaines de millions d'années, recouvrant une bonne partie de son hémisphère nord. Si une telle chose a existé, on sait aujourd'hui pourquoi elle a disparu. La perte d'une grande partie de son atmosphère et l'arrêt de la rotation du noyau externe et par conséquent son champ magnétique sont la cause de cette transformation progressive en désert hostile. Cependant, tout nous porte à croire que l'eau liquide était abondante sur la planète rouge. Les calottes polaires, l'observation des blocs de glace, des lits de ruisseaux asséchés, des cratères érodés, les signes ne trompent pas. Mais toutes ces découvertes ne se sont pas enchaînées en un laps de temps très court. Ça date depuis les années 60. En mars 1969, 4 mois avant la mission Apollo 11, le Congrès américain avalise la mise en route d'un nouveau programme de la NASA, appelé Viking. Vous en avez probablement déjà entendu parler, puisque c'est l'un des programmes les plus connus de l'agence américaine. L'idée est simple. Envoyer 2 sondes en orbite autour de Mars pour l'observer sous toutes ses coutures. Ces sondes Viking 1 et Viking 2 possèdent des atterrisseurs qui se détacheront pour ensuite se poser à la surface de Mars. Le coût total des opérations est estimé à 915 millions de dollars, ce qui fait aujourd'hui environ 4 milliards. Oui, c'est cher, c'est même l'un des programmes les plus chers de l'époque, mais ça valait le coup. Photographier la surface martienne, analyser sa composition chimique et rechercher les traces de vie, voilà les objectifs du programme Viking. Ce qui nous intéresse, c'est Viking 2. Le 3 septembre 1976, l'atterrisseur se détache de la sonde et se pose à la surface. Pour l'anecdote, le nom des atterrisseurs, c'est VL, pour Viking Lander, donc atterrisseur. VL-1 pour l'atterrisseur de Viking 1 et VL-2 pour l'atterrisseur de Viking 2. Comme ça, c'est pour pas que l'on confonde administrativement entre l'orbiteur dans l'espace, qui tourne autour de Mars, et l'atterrisseur sur la surface. Même si aujourd'hui, on dit les deux Viking. La sonde Viking, l'atterrisseur Viking, c'est un peu compliqué. La région choisie est Utopia Planitia.
C'est une gigantesque plaine dans l'hémisphère nord et qui contient assez peu de cratères. Arrivé à la surface, le sol est plutôt plat mais jonché de petits rochers. En regardant les panoramas, on aperçoit même du givre déposé chaque matin. On note également un phénomène que l'on retrouve sur Terre, à savoir la déflation. C'est lorsque le vent arrache les fines particules d'eau, de sable ou de gravier du sol pour ne laisser que les gros rochers à la surface. L'un des buts totalement avoués du programme Viking, c'est de rechercher des traces de vie. Donc par le biais de l'eau, mais aussi du phosphore, du soufre, de l'oxygène, du carbone, de l'azote et de l'hydrogène, les éléments chimiques nécessaires pour permettre l'apparition des composés organiques. Et malgré le travail formidable des robots VL1 et VL2, les atterrisseurs de Viking, ainsi que tout ce qu'on a envoyé sur Mars depuis les années 70, on n'a toujours rien trouvé. Et pourtant des machines, on en a envoyé un sacré paquet. Mais ce dont on ne savait pas à l'époque, c'est que la région d'Utopia Planitia est plutôt étrange. D'ailleurs, VL2 n'est pas le seul objet artificiel présent sur cette gigantesque plaine. Le 14 mai 2021, l'agence spatiale chinoise envoie la sonde Tianwen-1, qui contient un atterrisseur. Ce petit rover du nom de Zhurong a déjà parcouru 1,5 km à la surface depuis un an. Et partant sur une mission de 90 jours, cette dernière a été largement prolongée. L'objectif de la mission est assez similaire, analyser les roches martiennes et surtout sa concentration en glace d'eau. Le 22 novembre 2016, la NASA publie un communiqué dans lequel il partage une étude qui annonce avoir détecté quelque chose de très intéressant. Et pour vous expliquer cela, je dois vous présenter l'un des big boss de l'exploration martienne, MRO. MRO, pour Mars Reconnaissance Orbiter, est une sonde qui a été placée en orbite autour de la planète rouge en 2006 et toujours en service aujourd'hui. Sa contribution à la compréhension de notre voisine est très importante. MRO est bardé de capteurs et d'instruments de mesure. Il y en a un en particulier, c'est le Shallow Radar. Bon, son surnom, c'est Charade. Cela consiste à sonder le sous-sol proche de la planète pour avoir une estimation de la composition de ses couches internes. Et c'est vachement pratique quand on veut savoir la composition du sol à quelques centaines de mètres de profondeur. En effet, les atterrisseurs ne sont pas capables de creuser aussi profondément. Et pour que cela soit efficace, Mars Reconnaissance Orbiter envoie un paquet d'ondes à très haute fréquence, 20 MHz environ, pour avoir une estimation radar, d'où le nom de Shallow Radar. Cassie Sturman, de l'Université de géophysique du Texas, a analysé les données de Charade lorsque celui-ci a sondé la région d'Utopia Planitia. Et ce qu'elle a découvert est assez troublant. La météo et le climat de cette plaine martienne laissent des dépôts de glace d'eau tellement énormes que sa taille est équivalente à l'État du Nouveau-Mexique. L'épaisseur de la couche de glace en dessous des roches varie de 80 à 170 mètres. De la glace d'eau mélangée à de la poussière et autres particules. Tout ceci pourrait être causé par des possibles bourrasques de fines poussières de neige sur Mars, et l'accumulation de celle-ci augmente la concentration d'eau dans le sol. Les estimations donnent un volume équivalent à celui du lac Supérieur, le plus grand d'Amérique du Nord. L'équipe de cette étude de 2016, partagée par la NASA, ont été intrigués par Utopia Planitia depuis très longtemps. Bon, c'est un petit peu logique, hein, cette région de Mars est très étrange. Les données des atterrisseurs montrent des lits de ruisseaux et des fissures polygonales, ce qui prouve que l'eau a coulé sur Utopia Planitia il y a des milliards d'années. On sait que Mars respire entre guillemets comme la Terre, avec les calottes polaires qui changent de taille. Et oui, vu que l'inclinaison de l'axe de la planète est de 25 degrés, elle possède des saisons, avec des étés et des hivers. Mais est-ce que cette concentration d'eau, peu importe son état, peut réellement donner la vie? Nous avons de très bonnes raisons de penser que Mars ait pu abriter un océan par le passé, avec une atmosphère beaucoup plus dense qu'à l'heure actuelle. Certains physiciens pensent même qu'à l'époque des premières formes de vie complexes sur Terre, Mars avait déjà une vie beaucoup plus complexe. Mais bon, vu qu'on est incapable de remonter dans le temps, on ne pourra jamais vraiment savoir. En revanche, la NASA et les autres agences spatiales n'ont toujours aucune preuve de l'existence des extraterrestres. En tout cas sur la planète rouge. Ou presque. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo.
En attendant, vous pouvez toujours regarder mon épisode sur la porte martienne, et puis aussi vous abonner, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche. À la prochaine!